Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 12 au 18 novembre 2018. À la une cette semaine, autoroute, le prix des péages bientôt revu à la hausse. Les péages d'autoroute vont augmenter à partir de février 2019 afin de financer 700 millions d'euros de travaux, rapporte le journal du dimanche. Source Le Point 11 novembre. Avant que l'État ne brade les autoroutes aux concessionnaires privés, les bénéfices servaient à financer les travaux nécessaires à la maintenance. Maintenant que la maintenance est dévolue à des sociétés privées, celles-ci préfèrent augmenter les péages plutôt que de diminuer leurs dividendes, qu'elles font passer avant l'entretien. On aurait pu légitimement penser que le péage servait d'abord à la maintenance des autoroutes. Merci à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui pousse à la privatisation des services publics. Vous vous rappelez peut-être que M. de Villepin, Premier ministre, a vendu des autoroutes françaises, ça a rapporté 11 milliards d'euros à la France. Alors maintenant, quand vous prenez l'autoroute, à chaque fois que vous passez un péage, il y a une petite partie de votre péage qui va abonder les revenus de Madame Jackson, qui she's retired, c'est une retraitée au bord de ce swimming pool, San Diego, California, parce qu'elle a placé sa retraite dans un fonds de pension et qui a pris une participation dans Vinci, qui est maintenant le propriétaire des autoroutes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Donc il faut bien comprendre que l'on vend notre patrimoine public pour effacer de façon totalement marginale une dette publique colossale, mais que ce patrimoine qu'on a vendu, c'est une affaire, c'est vraiment une escroquerie générale, puisque ce patrimoine rapporte tous les ans de l'argent à leurs actionnaires. Hein? Vous comprenez le truc? Si on n'avait pas vendu les autoroutes, au lieu d'avoir je ne sais plus combien de centaines de milliards d'euros de dettes, on doit en être à peu près à 2000 milliards d'euros de dettes publiques en France, on en aurait 2011. Bon, ça ne changerait rien, sauf que les autoroutes, ça serait quand même encore à nous. Voilà. France. Blablacar rachète 8 bus et tente une alliance omnimodale avec la SNCF. La célèbre licorne française rachète la filiale de la SNCF, spécialisée dans les livraisons par autocar, tandis que l'entreprise ferroviaire entre dans son capital. Source La Tribune, 12 novembre. La filiale Ouibus, créée en 2009, fut un modèle pour Macron. Mais le transport par autocar, qui est plus polluant que le train, se révèle être une désillusion. Et pourtant, à écouter les commentaires qui ont accompagné sa genèse, elle aurait dû être l'Eldorado pour ces entreprises. La moitié des maires veulent raccrocher leur écharpe en 2020. Une enquête du CVPOF, Centre d'études sur la vie politique française, confirme la crise des vocations dans les communes. En bonne place sur le banc des accusés, lors d'un colloque le 15 novembre 2018 au Sénat, les nouvelles grandes intercommunalités. Source La Gazette des communes, 16 novembre. La destruction de la France rurale est en marche, titré l'UPR en août dernier. En effet, sous l'impulsion de l'Union européenne, les communes de France, prétendument trop nombreuses, doivent se rassembler dans des intercommunalités bien plus distantes du citoyen. Le gouvernement veut fusionner les ports du Havre, de Rouen et de Paris. À l'occasion du CIMER, Comité interministériel de la mer, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la création d'un établissement unique pour les 3 principaux ports de l'axe Seine. Il devra être opérationnel le 1er janvier 2021. Source Les Échos, 15 novembre. Le port du Havre, ville dont Édouard Philippe était le maire.
Fermeture possible des centrales à charbon en 2020. Il sera possible de fermer les centrales à charbon en France après 2020, comme promis par le président Emmanuel Macron, ainsi que la centrale nucléaire de Fessenheim. RTE, Réseau et Transport d'électricité, pose toutefois une série de conditions, notamment développer fortement les énergies renouvelables, mettre en service 3 interconnexions, une avec l'Italie, 2 avec la Grande-Bretagne, et mettre en service l'EPR de Flamanville, dans la Manche, et la centrale au gaz de Landivisio, dans le Finistère, dans les délais. Source Romandie, 16 novembre. La gauche non mélenchoniste se réunit autour de Raphaël Glucksmann. Ils sont venus, ils étaient tous là. Pour le premier meeting de place publique, le mouvement citoyen, lancé notamment par l'essayiste Raphaël Glucksmann et l'économiste Thomas Porcher, la gauche non mélenchoniste s'était donné rendez-vous à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le jeudi 15 novembre au soir. Les organisateurs voulaient montrer leur capacité à rassembler autour de quelques idées fortes: Europe, démocratie, justice sociale et écologie. Source Le Monde, 15 novembre. Les grands médias sont détenus par une poignée d'investisseurs, Mathieu Pigasse, Xavier Niel pour ce qui est du Monde. Ils choisissent ainsi quel acteur promouvoir ou ne pas promouvoir en fonction de leurs intérêts propres. Ainsi, 2 traitements de l'information sont à opposer. D'un côté, ce nouveau parti sorti de nulle part, n'apportant rien d'autre que les idées politiques complètement éculées, qui bénéficie aussitôt d'une couverture médiatique imposante. D'un autre côté, l'UPR, créé en 2007 par François Asselineau, ignoré des grands médias jusqu'à ce qu'ils soient forcés de couvrir l'existence du parti lors de la campagne présidentielle de 2017. Journée du 17 novembre, l'UPR approuve la révolte des Français, mais les met en garde. En effet, les origines de ce mouvement, hyper médiatisé, sont opaques. Il manque aussi les causes profondes des problèmes du pouvoir d'achat. Macron n'est qu'un pion, et nous subissons de plein fouet l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro. Source UPR, 15 novembre. France, banque et dette. La Banque de France lance un marché de l'or à Paris. L'institution a ouvert un compte à JP Morgan pour réaliser des transactions sur l'or qui est stocké dans son sous-sol. Objectif: faire de la capitale une place incontournable du métal jaune. Source Les Échos, 9 novembre. Cette humiliation permet à cette société de pouvoir stocker l'or de ses clients dans les coffres de la Banque de France. Cela n'a a priori aucune incidence sur l'or détenu par la Banque de France. Celle-ci permettra juste de stocker physiquement de l'or pour le compte de JP Morgan, qui elle-même la détiendra pour le compte de ses clients. Maintenant, si la Banque de France vend son or, techniquement parlant, cela n'aura rien à voir avec JP Morgan. Brexit, Paris pousse son avantage sur le droit du travail. Avec la loi Pacte, Bercy accorde d'ultimes avantages aux banques dans la foulée des ordonnances Macron. Francfort compte sur le gouvernement Merkel pour aller plus loin sur les licenciements. Source Les Échos, 12 novembre. L'Union européenne a comme valeur première la concurrence libre et non faussée. En particulier, c'est la course au moins-disant social, avec des dérogations de plus en plus importantes demandées par le lobby bancaire. À partir du 15 novembre, l'État français vit à crédit. Selon l'Institut Molinari, l'État français commence à s'endetter beaucoup plus tôt que la moyenne des autres membres de l'Union européenne pour payer ses factures. Source Le Point, 14 novembre. La politique européiste, mise en œuvre par tous les gouvernements depuis des dizaines d'années, commence à montrer ses effets. L'industrie et l'agriculture se meurent. Le pays s'appauvrit. Le rendement des impôts est plus faible et le déficit budgétaire augmente. Il faut d'urgence sortir de l'Union européenne et de l'euro pour déployer une politique de relance et défendre des intérêts commerciaux qui n'ont rien à voir avec ceux des autres pays membres de l'Union européenne. France, Macronade.
11 novembre, incident diplomatique sous l'Arc de Triomphe. Le président serbe a eu du mal à digérer le fait que son homologue kosovar figure parmi les invités d'honneur du président Macron, contrairement à lui. Source Valeurs Actuelles, 12 novembre. Le service du protocole de l'Élysée a suivi les règles actuelles de l'OTAN et a invité à la tribune le président du Kosovo, un État qui n'existait même pas en 1914, alors qu'il a donné un strapontin au président du pays qui fit le nœud essentiel de la tragédie et l'allié de la France. Il faut ajouter à ceci un élément important, c'est que la petite Serbie, où l'on a la religion orthodoxe, où on utilise l'alphabet russe, la petite Serbie va faire alliance à la fois avec la France, une grande tradition de francophilie en Serbie, dont témoigne d'ailleurs le roi Pierre Ier de Serbie, et également va faire une alliance avec la Russie, qui est un peu le grand frère naturel. Alors, c'est dans ces conditions qu'arrive l'engrenage fatal de l'été 1914. On a laissé dans leur chapelle ardente François Ferdinand et la duchesse de Hohenberg, sa femme, assassinés le 28 juin 1914 à Sarajevo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été assassinés par Gavrilo Princip, qui est un Serbe de Bosnie. L'Autriche-Hongrie suspecte immédiatement la Serbie, alliée de la Russie, d'être à l'origine de cet attentat qui a eu lieu non pas en Serbie mais en Bosnie, mais par un Serbe de Bosnie. Donc l'Autriche-Hongrie, la Cour de Vienne, estime qu'en fait, c'est une provocation qui vient de la Serbie. Diplomatie à courte vue, manque de sens historique, amateurisme. L'Élysée a eu beau s'excuser à la suite de l'incident, Macron laisse encore une fois une impression désastreuse dans les relations internationales. En rouge, le président serbe Aleksandar Vučić. En vert, à la tribune présidentielle, le président kosovar Hashim Thaçi. Création d'une assemblée parlementaire franco-allemande dès janvier. 50 membres de l'Assemblée nationale et 50 membres du Bundestag se réuniront en janvier dans une assemblée, selon une décision mercredi des deux présidents de ces institutions, Richard Ferrand et Wolfgang Schäuble. Il s'agit de faire converger les positions françaises et allemandes à l'échelle européenne. Source Ouest France, 14 novembre. En fait de convergence, les Français savent désormais à quoi s'en tenir. La stricte obéissance aux critères euro-allemands, de rigueur budgétaire, l'austérité et les indispensables réformes, etc. Wolfgang Schäuble n'avait-il pas osé affirmer en 2015, depuis Washington, que la France serait contente que quelqu'un force le Parlement à prendre les mesures nécessaires? Nos concitoyens comprennent-ils que c'est ce masochisme du couple franco-allemand qui pousse le gouvernement à taxer les carburants et à vendre le TGV à Siemens? La France va-t-elle être vendue à la découpe, comme la Grèce, simplement pour faire plaisir à nos cousins germains? François Asselineau a par ailleurs été interrogé par la télévision RT, Russia Today, à ce sujet. Quel va être l'effet de tout ça? Ça va être encore des coûts supplémentaires. On va réunir 2 fois par an 50 députés français, 50 députés allemands. Pour quoi? Pour faire de la parlotte. Je voudrais attirer l'attention d'ailleurs des gens sur un point que n'est jamais abordé sur ces questions franco-allemandes. C'est que nous sommes, paraît-il, dans une Union européenne avec 28 États, bientôt 27, lorsque le Royaume-Uni en sera sorti. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres? Qu'est-ce que pensent, par exemple, les Polonais, les Espagnols, les Italiens, quand ils voient d'un seul coup ces projets franco-allemands? Ils ont le sentiment d'être quoi? D'être des États de seconde zone? Privatisation de l'aéroport de Toulouse. L'actionnaire chinois vide les caisses. Casil Europe a versé 27 millions d'euros de dividendes sur 16,5 millions d'euros pris sur les réserves. Source l'Obs, 15 novembre. La privatisation des services publics est à l'œuvre. Article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Même si cela implique de brader un aéroport public à des escrocs, ceux-ci se contentant de piller l'entreprise à court terme, sans aucune ambition de développement durable. C'est du capitalisme de prédation, béni par le ministre de l'économie et des finances de l'époque,
un certain Emmanuel Macron. Oui, je t'aime. Moi non plus. Trump peu réceptif aux caresses de Macron. Donald Trump a mal vécu les déclarations d'Emmanuel Macron sur la nécessité de créer une armée européenne. Les retrouvailles entre les deux chefs d'État ont été mitigées. Le président français a tenté, par les mots et par les gestes, d'apaiser son cher ami. Pendant ce temps-là, les Pays-Bas ont confirmé qu'ils étaient farouchement opposés à une telle chimère macronienne, qui nécessiterait l'unanimité et que refusent déjà plusieurs pays d'Europe de l'Est. Source RT France, 11 novembre. La communication sert à Emmanuel Macron de substitut de pensée politique. À défaut de défendre les intérêts de la France dans les relations internationales, il fait le clown en faisant des gestes totalement déplacés, qui ajoutent le ridicule au scandaleux. La meilleure façon de se faire respecter des autres chefs d'État n'est certainement pas de singer leur mimique, ni de leur caresser la cuisse, mais plutôt d'avoir un cap et de la dignité en tant que représentant de la nation. Bruno Le Maire souhaite que l'Union européenne devienne un empire pour peser face à la Chine et aux États-Unis. Dans un entretien donné à un journal allemand, Bruno Le Maire a dit souhaiter que l'Union européenne se mue en un empire pacifique, un quatrième Reich, pour rivaliser avec les géants chinois et américains. Une déclaration similaire du ministre avait déjà suscité de virulentes critiques. Source RT France, 12 novembre. Avec l'utilisation du mot « empire » en probable harmonie de pensée avec Macron, le ministre de l'économie exprime bien ce qu'est véritablement la construction européenne. Un empire ne peut être pacifique. L'aspiration d'un empire est d'être universel, voulant imposer par la force son modèle de pensée aux autres pays. Revoir à ce propos la conférence de François Asselineau sur l'histoire de France. La stratégie de la France, c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis 2000 ans, c'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, c'est pas très compliqué. Chercher l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire? Chercher l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs, puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose, c'est celle que je posais à la fin de mon premier chapitre. Encore combien de temps? Or, au train où vont les choses, avec cette puissance qui est au bord de l'explosion qu'est les États-Unis, il est probable que d'ici peut-être 2 à 3 décennies maximum, tout cet empire s'effondrera. Union européenne, l'armée européenne impossible. À Strasbourg, Merkel plaide pour une véritable armée européenne. La chancelière allemande conçoit une force armée européenne comme complément à l'OTAN. Elle souhaite aussi la création d'un Conseil de sécurité européen. Source Le Parisien, 13 novembre. Angela Merkel sait parfaitement pousser son avantage pour défendre les intérêts allemands. Elle a utilisé toutes les initiatives des présidents français pour les détourner et les mettre au service de ses objectifs à elle. Lorsque Macron propose l'existence d'une armée européenne distincte de l'OTAN, Merkel fait semblant d'approuver, en parlant de simple complément et non de concurrence. Parce que l'Allemagne a tout à gagner.
elle vient de se voir attribuer le titre de nation cadre par l'OTAN, ce qui va lui permettre de privilégier son industrie d'armement et sa diplomatie. Madame Merkel défend très habilement les intérêts de sa nation, chose qui semble désuète pour nos gouvernements récents. Armée européenne, les Pays-Bas disent Nein. Les Pays-Bas ne veulent pas d'une armée européenne telle que souhaitée par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Source Sputnik, 17 novembre. L'armée néerlandaise collabore déjà largement avec l'Allemagne, mais dans le cadre de l'OTAN, puisque l'Allemagne est le nouveau pilier de défense européen de l'Alliance depuis le sommet de Newport en 2014. Là où Merkel ruse pour mieux séduire les Français, Mark Rutte met clairement les points sur les i. La défense des Pays-Bas, c'est exclusivement l'OTAN. Un discours dont Macron ferait bien de prendre acte au lieu de se payer de mots. Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas. François Asselineau évoque la dangerosité d'une armée de l'Union européenne pour la France. Entouré d'avis contraires, l'idée d'une armée européenne semble aller à contre-pied de la ligne promise par Emmanuel Macron durant la campagne électorale et présente des risques pour la souveraineté et le statut international de la France, affirme dans un entretien à Sputnik le président de l'UPR. Source Sputnik, 14 novembre. Union européenne, l'union impossible. Theresa May impose à son gouvernement l'accord sur le Brexit. L'accord obtenu, de haute lutte, au terme de 20 mois de négociations avec Bruxelles, doit désormais être ratifié par le Parlement britannique et approuvé par les chefs d'État européens. Source Le Figaro, 14 novembre. Plusieurs ministres ont démissionné du gouvernement May à la suite de la signature de cet accord. En effet, il est très défavorable au Royaume-Uni, puisque, à cause de la frontière nord-irlandaise, le Royaume-Uni risque de se retrouver, à terme, à nouveau dans le marché commun de l'Union européenne, et donc être soumis à ses réglementations. Mais cet accord ne franchira sans doute pas le cap de la Chambre des communes, et la position de Madame May comme Premier ministre est désormais très précaire. La Guinness est menacée par le Brexit. Avant d'arriver dans nos verres, la bière parcourt souvent un long voyage, et la Guinness ne fait pas exception. C'est pourquoi cette dernière sera potentiellement affectée par le Brexit. Source Gentside, 15 novembre. Cet article est l'illustration parfaite de la propagande de caniveau faite continuellement contre le Brexit dans nos médias, qui frise parfois réellement le ridicule. Pendant la campagne du Brexit, avec le Brexit, le Royaume-Uni risque une pénurie de sperme. Une sortie de l'Union européenne sans accord risque de mettre en difficulté les couples britanniques qui font appel aux dons de sperme pour procréer, car ils ne pourront plus faire appel aux banques de sperme européennes, a souligné le gouvernement. Source BFM TV, 24 août. Les européistes, putaclic, seraient-ils à court d'arguments pour inciter les Britanniques à regretter leur vote en faveur du Brexit? Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre avis sur cette pénurie de sperme au Royaume-Uni. Les pro-Remain prédisaient l'apocalypse sur le pays en cas de victoire du Brexit. Depuis lors, une comète est-elle tombée sur le pays qui tourne au plein emploi? Je pense que vous vous souvenez tous de ces images. Il
s'agit de la chute du superbolide de Tcheliabinsk dans l'Oural qui s'est produite le matin du 15 février 2013. On pense très sérieusement aujourd'hui que l'impact de la Tunguska a été provoqué non pas par un astéroïde dense et sphérique, mais plutôt par une comète principalement constituée de glace et d'un peu de métaux. Budget. L'Italie promet des privatisations massives à Bruxelles. La coalition au pouvoir en Italie refuse de plier face à la Commission européenne et ne devrait présenter mardi aucune modification de son budget pour 2019. En revanche, elle s'engage sur un ensemble de privatisations représentant 1% du PIB de l'Italie. Source Le Figaro, 14 novembre. Les Italiens sont en train de se faire syriser, comme Tsipras l'a fait en Grèce, puisque la coalition n'envisage nullement de mettre en œuvre l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, et donc échapper aux règles budgétaires de l'Union européenne. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Déclarait la commissaire européenne Viviane Reding devant les parlementaires français. Bruno Le Maire presse Berlin de soutenir la taxation des GAFAM. Olaf Scholz, le ministre allemand des Finances, propose une application différée du projet de directive. L'Allemagne, avec l'Irlande ou la Suède, fait partie des très rares pays de l'Union qui doutent encore de la pertinence de ces nouveaux impôts portés à bout de bras par la Commission européenne et par Bercy, qui réclament un accord européen nécessairement unanime avant la fin de cette année. Source Le Monde, 13 novembre. Encore un vœu pieux. En délicatesse avec les États-Unis à cause de ses exportations automobiles, l'Allemagne ne risquera certainement pas de détériorer encore un peu plus son partenariat stratégique privilégié pour les beaux yeux du prétendu couple franco-allemand. Comme la plupart des promesses de Macron, l'initiative de Bruno Le Maire finira dans le sable, ou sera totalement édulcorée. Grèce, le secteur public en grève pour en finir avec l'austérité. Le secteur public fonctionnait au ralenti en Grèce mercredi du fait d'une grève des fonctionnaires contre l'austérité. La première depuis la sortie du pays, en août, de 8 ans de purge financière sous tutelle de l'Union européenne et du FMI. Source Le Point, 14 novembre. La Grèce est toujours sous la domination de la Troïka, le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Le seul moyen pour la Grèce de retrouver un véritable service public est le Grexit. Sinon, elle est condamnée à la mise sous tutelle à perpétuité, drainant toute la richesse nationale à la seule fin de satisfaire les intérêts des prédateurs financiers. Roumania! Un dirigeant fustige l'Union européenne devant le Parlement et effectue un double doigt d'honneur. Après avoir prononcé un discours devant le Parlement pour défendre la réforme de la justice de son pays, critiquée par Bruxelles, le vice-président de la Chambre des députés, Florin Iordache, a conclu son intervention par un double doigt d'honneur. Source RT France, 16 novembre. Voilà encore une fois l'amitié entre les peuples européens, censée être l'apanage de l'utopie européenne. L'Allemagne va-t-elle quitter l'Union européenne et l'euro? Retour dans cette table ronde passionnante sur les aspirations du peuple allemand, avec Édouard Husson, Coralie Delhomme, David Kaila, Vincent Brousseau et Lauriane Mollier à la modération. Source UPR, 15 novembre. États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, l'horreur des fusillades se banalise. Aux États-Unis, les chiffres donnent le tournis ou la nausée. Depuis le début de l'année, le site Gun Violence Archive a recensé 307 fusillades de masse, qui ont, selon leur définition, tué ou blessé au moins 4 personnes. Source Romandie, 10 novembre. Nous avons déjà recensé par le passé, dans cette même revue de presse, des articles montrant que les autorisations de port d'armes ont plutôt tendance à se multiplier en France qu'à se réduire.
par exemple concernant les agents de sécurité privée. Le modèle adopté est celui des États-Unis, avec son flot d'armes en libre circulation. Veut-on vraiment aller vers un modèle de société aussi mortifère? Parmi les tueries les plus marquantes de l'histoire des États-Unis, celle de Littletown, Colorado. Le 20 avril 1999, 2 lycéens ouvrent le feu. Ils tuent 12 élèves et un enseignant et blessent 24 autres personnes. Les 2 tireurs se suicident sur les lieux du massacre. Et c'est d'ailleurs à cause de cette tuerie de masse que un des épisodes de Buffy contre les vampires, qui parlait justement de tuerie de masse, n'a pas pu être diffusé à la télévision cette semaine-là. Bon, vous avez remarqué, mon fils s'est réveillé, donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!